On m'appela l'Arménien, sans trop savoir où se trouvait cette terre sur laquelle, depuis plus de 2000 ans, mes ancêtres descendants du pays Urartu s'accrochèrent à leur patrimoine culturel, malgré massacres et persécutions, en espérant chaque fois que c'était la dernière fois. Premier peuple chrétien du monde, les envahisseurs qui retracent les frontières au gré de leurs ambitions placèrent mon pays sous l'occupation turque. Derrière le calme trompeur des minarets qui invitaient à la prière, la vie de l'Arménien fut jalonnée de pyramides de têtes coupées. Sur les sables brûlants du désert de Deir Zor, qui a vu l'agonie d'un peuple, les hordes fanatiques tuèrent les corps. Il reste les âmes, il reste la mémoire, il reste un poète agenouillé qui écoute le vent. Ce vent de Deir Zor qui, de l'os d'un enfant, avait fait une flûte et dans la paix de l'aurore sifflait un chant immortel. En ce 2 juin de l'an 1921, je déclare ouverte la séance de la Cour d'assises de Berlin. Je rappelle aux experts et aux témoins de ce procès l'importance et le caractère sacré du serment. Je vous rappelle également que la loi prévoit de lourdes peines pour celle ou celui qui rend un faux témoignage, intentionnellement ou non. Greffier, procédez à la lecture de l'acte d'accusation. Étudiant mécanique, Sogomon Telerian, né le 2 avril 1897 à Pakarich, demeurant à Charlottenburg, Hartenbergstrasse 37, est accusé d'avoir tué le 15 mars 1921 l'ancien ministre de l'Intérieur turc Talat Pacha et d'avoir commis le crime avec préméditation. Crime qui tombe sur le coup de l'article 211 du Code pénal allemand. Accusé, levez-vous. Sogomon Telerian, veuillez répondre par oui ou par non à la question. Êtes-vous coupable d'avoir commis ce crime avec préméditation? Non, je ne me crois pas coupable, car j'ai la conscience tranquille.
J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. Bien, asseyez-vous. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Madame Elisabeth Dittmann demeure à 37 Hardenbergstrasse. À vous jurer devant Dieu Tout-Puissant de dire en votre âme et conscience toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Dites ce que vous savez, vous jurez. J'étais la propriétaire de ce jeune homme au moment de... Enfin, au moment de l'événement. C'était un garçon agréable, très correct, calme et très propre. Il faisait lui-même son ménage. Le matin de la... Enfin, je veux dire le matin du 15 mars, ma bonne me dit que le jeune homme pleurait dans sa chambre et qu'il avait bu du cognac. J'ai pensé qu'il avait peut-être perdu quelqu'un. Nicolas Jessen, commerçant à Charlottenburg. Nous vous écoutons. Quand je me suis précipité sur l'accusé pour l'arrêter, je lui ai aussitôt demandé pourquoi il avait tué. Il m'a répondu, moi arménien, lui turc, ça ne regarde pas l'Allemagne. Lola Bellenson, institutrice. J'ai donné à Monsieur Tellerian quelques leçons d'allemand. Ce garçon visiblement souffrait moralement. Il arrivait toujours avec un visage terriblement triste. Madame Bellenson, a-t-il exprimé les motifs de cette tristesse? Une seule fois. Il m'a dit qu'il n'avait plus de patrie et que tous ses parents avaient été tués. Il ne vous a jamais parlé de Talat Pacha? Jamais. Bien. Je vous remercie, madame. Monsieur le Président, il serait intéressant de préciser à messieurs les jurés que le ministre turc Talat Pacha a été condamné à mort par la cour martiale de son pays le 5 juillet 1919 pour crime contre l'humanité. Il s'est enfui en emportant 10 000 livres or du trésor public et qu'il s'était réfugié à Berlin sous le faux nom de Salibet. Je voudrais signaler à l'honorable défenseur qu'il se trompe de procès. Ce n'est pas Talat Pacha que nous jugeons aujourd'hui, mais son assassin, Sogomon Tellerian. Monsieur le procureur, soyez rassuré, je ne me tromperai pas de procès, mais je démontrerai devant cette cour que vous vous trompez d'assassin. Monsieur le Président, sans anticiper sur ma plaidoirie, permettez-moi très rapidement de situer les faits. Messieurs les jurés, en ce mois de juin 1915, il y a 6 ans à peine, cet homme que vous allez juger aujourd'hui va voir en quelques secondes le crâne de son frère aîné fendu par un coup de hache. Sa mère, le visage éclaté par une balle, s'effondre devant lui. Sogomon Tellerian, pâle d'horreur, est là, paralysé devant l'insoutenable vision. Il entend encore les hurlements de ses 2 jeunes sœurs, 14 et 16 ans, que les gendarmes turcs entraînent à l'écart, derrière les buissons, avant de s'écrouler à son tour, barbouillé de sang dont il ne sait plus si c'est le sien ou celui de son jeune frère assassiné qui se vide sur lui. Il n'y a plus autour de lui que des centaines de corps souillés, mutilés, de femmes, d'enfants et de vieillards. Messieurs les jurés, une vivante par hasard de ces routes de la mort, une rescapée de ce carnage dont la monstruosité dépasse l'imagination, va témoigner. Écoutez-la bien. Je m'appelle Christine Terzibachian. Je suis née à Erzurum. Notre déportation commença en juillet 1915, en 4 convois. De combien de personnes était composé votre convoi? 500 familles, c'est-à-dire 7 à 8 000 personnes. Nous étions 21 personnes dans ma famille. J'ai assisté à la mort de tous les miens, sauf 3, qui ont pu échapper au massacre. Comment en est-on venu au massacre dans lesquels périrent vos parents? Quand nous sommes arrivés à Malatya, on nous conduisit sur une montagne et on sépara les hommes des femmes. Mais chacun des 2 groupes pouvait voir ce qui arrivait à l'autre. Tous les hommes furent abattus à coups de hache et précipités dans le fleuve. Dites aux jurés ce qu'ils firent des femmes. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes se choisirent les plus belles femmes, les plus jeunes, celles qui résistaient,
J'ai refusé de céder. J'étais transpercée à coups de baïonnettes et écartelée. Même les femmes enceintes ne furent pas épargnées. Les Turcs leur ouvraient le ventre et arrachaient l'enfant. Madame, vous maintenez avoir été le témoin oculaire de cette incroyable et horrible scène. Je le jure, Monsieur le Président. L'une de mes sœurs faisait partie de ces femmes enceintes. La Cour vous remercie, madame. Docteur Johannes Lepsius, vous êtes allemand et l'auteur d'un rapport exhaustif sur les massacres d'Arménie. Ce rapport resta secret jusqu'à la fin de la guerre à cause de l'alliance germano-turque. Je vous demanderai de limiter votre déposition à la question. Les horreurs que l'on nous décrit dans les massacres de 1915, se sont-elles généralement passées ainsi? Et les épreuves personnelles subies par l'accusé, sont-elles crédibles? Monsieur le Président, de tels récits aux détails réalistes et vécus ont existé par centaines. Ils ont été publiés par des revues allemandes, anglaises et américaines. Et les faits sont indiscutables. Seules des méthodes brutales, qui paraissent incroyables en plein XXe siècle, ont permis aux Turcs d'exterminer plus d'1 million d'êtres humains en si peu de temps. La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques et exécutée en avril 1915 sous la direction de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et de Enver Pacha, ministre de la Guerre. Monsieur le Président, puis-je demander aux témoins si la raison de ces massacres était d'ordre religieux? Ce fut plutôt un trafic religieux, puisque les principaux responsables, Talat, Enver, Cemal et Nazim, étaient totalement athées. Leur idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc islamique. Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc. C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Messieurs les jurés, 1 500 000 morts qui dorment sans sépulture sur les routes de Kharpout, Alep, Zeytoun, Trébizonde ou Derzor se dressent aujourd'hui pour vous demander de répondre en votre âme et conscience à cette unique question. Sogomon Tehlirian est-il coupable d'avoir tué Talat Pacha? En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux 4 coins du monde au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans 1000 ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence. Elle est malade, Maïri? Non, ce n'est pas une vraie maladie, Azad. Ça s'appelle la maladie de la mer. Ça passe dès qu'on est sur la terre ferme. Alors, Tehlirian, il a été condamné ou acquitté? Mais ça, je peux pas vous dire, monsieur Zakarian.
C'est un journal allemand. Eh, mais je comprends pas l'allemand. Mais tu ne sais même pas lire le titre. Das Schöpfengericht Nein. Nein. Ça veut dire non. Mais non, à quoi? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand ici? Hago! Saben! Nous étions sur le même bateau? Eh oui, mais moi je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif? C'est définitif, oui. Et toi? Moi je vais au Venezuela. Mais tu as un parent, des amis qui sont là-bas? Non. Non, je connais personne, mais c'est un joli nom de pays pour un célibataire. On dirait un prénom de femme. Venezuela. Agop! Il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. D'accord, j'y vais. Maricha de bar! Araxi! J'ai écrit à tout hasard. Jamais j'ai cru que tu recevrais ma lettre. Depuis une semaine, je suis venu tous les matins attendre votre bateau. Et chaque fois, on me disait, pas avant 1 ou 2 jours. Hier, dans la nuit, j'ai eu comme un pressentiment. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce serait pour ce matin. Dis-moi, Abkar, est-ce que Télérian a été acquitté? Personne ne parle allemand ici. Il a été acquitté à l'unanimité. Écoutez-moi tous! Télérian a été acquitté! Télérian a été acquitté! Je suis si content que tu sois là, Abkar. Tu n'as pas changé, tu sais. C'est vrai, monsieur Hago. Surtout quand je ne bouge pas. Allez, je vais vous attendre à la sortie. Zakarian Agop. Oui, monsieur. Zakarian Araxi, né Bouloutian. Zakarian Azad, fils d'Agop et Araxi Zakarian. Adna et Gayane Bouloutian. Ce sont mes 2 sœurs, monsieur. Mon vrai premier souvenir d'enfance remonte à ce tampon qui n'en finissait pas de rester en l'air. Les visages de ma mère, mon père et mes 2 tantes, tendus vers cet objet, soulignaient l'importance de sa chute sur nos papiers.
Devant un guichet grillagé, mon père avait échangé sa belle pièce d'or contre une liasse de papier sale, écorné, et quelques pièces de monnaie terne. Son premier achat fut pour moi, un cornet de glace qui ne tenait pas la promesse du fruit annoncé. Nous sommes en France maintenant. Il n'est pas convenable pour une personne bien élevée de lécher sa glace avec la langue. Venez vite, venez vite. Là, vous verrez, ça vous fera des souvenirs pour plus tard. Sans en avoir l'air, va regarder dans la vitrine. Dis-moi que j'ai mal vu. Ce n'est pas croyable. C'est bien ce que j'avais vu? Oui, tout ce qu'il y a de plus. Ce que tu avais vu. Allez, venez. Nous avons loué. Azad, viens. Voilà, voilà. Mais dites-moi, messieurs, là, c'est pas une caserne ici. Et combien vous êtes dans cette famille? Mon mari, mon fils et mes deux sœurs, madame. Mais le monsieur qui est venu me voir m'a pas parlé des sœurs. N'est-ce pas, monsieur? Je ne savais pas qu'elles étaient du voyage. Excusez-moi. Oh, moi je veux bien excuser tout le monde, mais en attendant, ça me fait... Et ça me fait 5 locataires au lieu de 3. Tenez, ce petit supplément pour vous dédommager, s'il vous plaît, madame. Remarquez que ce que j'en dis, moi, c'est parce que je veux être au courant de ce qui se passe dans cette maison. Si vous êtes 5, vous n'êtes pas 3. Maintenant que je sais, il n'y a plus de problème. On s'arrangera en fin de mois, pas vrai? Bien sûr. Eh, montez, c'est au 4e. Voilà, messieurs, dames. Pour la cuisine, venez voir. La cuisine, vous la partagez avec le locataire d'en face, mais uniquement pour faire cuire vos plats, n'est-ce pas? Ici, ce sont les WC de l'étage. Alligator, les limaçons. Il y en a des gros et des pichons. Alligator, les limaçons. Félicienne, je descends. Alligator, les limaçons. C'est la vendeuse d'escargots.
quelle horreur! J'étais comme vous, mais je vous assure que c'est très très bon. Dis-moi, Abkar. On embauche là où tu travailles? Bon, sûrement. Je travaille en raffinerie de sucre Saint-Louis. Pourquoi vous me demandez ça? Pour moi? Oh, ce n'est pas un endroit pour vous, monsieur Agop. Surtout dans la section où ils embauchent. Zakarian est fils, le plus grand armateur de la mer de Marmara. Vous voyez bien que c'est pas un endroit pour vous. Et c'est où un endroit pour moi? Écoute-moi bien, Abkar. La grande maladie de l'exilé, c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu. Ça commence par des mots qui pleurent, qui grignotent le cœur, qui le ramènent en arrière pour lui rappeler qui il était, ce qu'il est devenu. C'est un luxe d'artiste, la nostalgie. Nous, on a besoin des mots qui font vivre. Alors demain, quand tu auras ton usine, je viendrai avec toi. Reviens à table tout de suite. Dis maman, qu'est-ce que c'est un Arménien? Je t'ai dit de rentrer à la maison. Sérieux, ils sont pas tous comme ça. Alors, Abkar, c'est comment Marseille? Marseille, c'est une grande ville par rapport à d'où nous venons. Alors forcément, il y a de tout. Du très bon et du moins bon. Ouvrez-moi, Abkar. Les locataires d'en face sont en train de dîner devant le fourneau. Je n'ai pas osé les déranger. Ils t'ont vu avec ton plat? Je ne sais pas. Oh, ils ont dû me voir parce que je suis restée un moment dans l'encadrement de la porte. Alors, ils ont fait semblant de ne pas me voir. La logeuse nous a bien dit que nous devions nous servir de la cuisine à tour de rôle, juste pour la cuisson. Oui. Nous devons prendre nos repas dans nos chambres. Alors je ne comprends pas. Excusez-nous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Reste assise, ne bouge pas, t'as compris? Non mais sans blague, ils vont pas venir faire la loi chez nous, non? Nous sommes encore en France. Antoine, ne te mets pas dans cet appareil, reste calme. Je me calme si je veux. Et ceux qui sont pas contents d'être chez nous, eh bien, retournent à la moyeur. Ils repartent d'où ils viennent, c'est clair. Être réduit à la mendicité parce qu'il n'y a rien à manger dans la gamelle, ça doit être horrible. Une gamelle pleine et immangeable pour cause de cuisson. Je crois que je n'ai jamais rien vu de plus stupide. Des mendiants de feu. À vos bons cœurs, messieurs, dames. Vous n'auriez pas un peu de fourneau, un petit morceau de four, s'il vous plaît? Un morceau de four. C'est, je crois, ce qui avait déclenché l'idée de la boulangerie. Pardon, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous accepteriez ce plat dans un petit coin de votre four? Nous n'avons rien pour le faire cuire. Première porte à droite, attendez-moi au fond du couloir. Je vais vous ouvrir. Merci. À quelques étages d'une France hostile, nous venions de découvrir une France plus cordiale et un petit bout d'amitié dans le fournil d'un boulanger. Encore un tout petit morceau. Non, merci, tante Anna. Juste celui-là. Il est superbe, mademoiselle Anna. Tout à l'heure, quand je l'ai vu sortir du four, ce gigot, enveloppé de sa croûte brune et sa chair rosée à l'intérieur, avec tout autour les pommes de terre rissolées, les tomates et les poivrons roussis par le beurre, j'ai cru que j'allais le manger en entier à moi tout seul. Et puis, ça passe pas. Bien. Bien. Allons respirer un peu d'air. Dis-moi, Abkar, tu étais avec mes frères en déportation.